Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre rendez-vous mensuel en direct du bureau du maire, qui n'est pas dans le bureau du maire, comme on le fait pendant l'été. On se promène d'un endroit à l'autre. Et là, on est à quel endroit, Monsieur le maire? C'est la ferme des jeunes au travail. C'est un concept qui a plusieurs objectifs. Un, c'est d'aider les jeunes à s'intégrer au marché du travail. Ils sont entourés, premièrement, de travailleurs sociaux pour les aider et d'experts au niveau de l'agriculture. Alors, ils apprennent les rudiments de ce que c'est cultiver, de travailler sur une ferme. Il faut se rappeler que Ville-de-Laval, que 30 de notre territoire est agricole. Alors, c'est bon pour notre jeunesse, c'est bon aussi pour développer le territoire et le marché. Et c'est une économie, c'est un organisme d'économie sociale qui est très actif et dans ce sens-là. C'est pour des jeunes décrocheurs, entre autres? Entre autres. Entre autres. Entre autres. Et j'ai remarqué, parce que j'ai vu un petit meuble passer, ils font même de l'ébénisterie sur place. Effectivement, et les produits de la ferme sont en vente ici et ils offrent différents menus. Alors, ça vaut la peine de venir visiter les lieux et j'invite les gens à venir jeter un coup d'œil. Puis, c'est un petit bijou caché de Ville-de-Laval. Si vous me permettez, à la fin, je vais mentionner les coordonnées de l'endroit. Comme ça, si les gens veulent venir, il reste encore quelques temps pour venir faire ses achats et peut-être même acheter des meubles, des très beaux meubles. Ouais, je vais vous partir ça fort. Les consultations d'Énergie Est, ça a brassé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je sais que vous êtes... Laval est positionné contre, entre autres, les transports d'hydrocarbures par pipeline, mais là, il s'est passé quoi, juste? Mais en fait, compte, c'est qu'on a été conviés à présenter notre position, notre mémoire devant l'ONE. L'ONE étant l'organisation... c'est l'Office national de l'énergie. Merci. Et on s'est rendu compte, et ça a sorti dans les médias, que 2 des commissaires qui procédaient à l'audition ont rencontré M. Charest alors qu'il était lobbyiste pour la compagnie TransCanada Énergie Est. M. Charest, l'ex-premier ministre du Québec. L'ex-premier ministre. Okay. Alors que cet organisme est supposé d'être impartial. Alors, il y a eu effectivement une certaine réserve et les commissaires en question refusaient de répondre à toute question concernant cette rencontre-là. Et dans l'avis de convocation, on nous avait avisé. Alors, quand même, on jugeait important de pouvoir exposer notre opinion. On s'est rendu sur les lieux et il y a eu un brouhaha, des manifestations. On m'a empêché d'entrer dans la salle parce qu'il y avait un brouhaha dans la salle. Finalement, mes collègues, M. Coderre et d'autres maires sont sortis, on s'est réunis, puis on s'est dit, écoutez, on ne participera pas à cette mascarade-là et on s'est retiré. Et depuis ce temps-là, le gouvernement fédéral a jugé à propos de changer l'ensemble des commissaires parce qu'ils ont une responsabilité quand même d'avoir une certaine crédibilité auprès de la population. Et impartialité aussi. C'est effectivement. Donc, on attend les prochains commissaires, c'est ça, pour les prochaines audiences? Et nous serons présents pour exposer notre point de vue. Nous, l'enjeu, c'est que nos prises d'eau, s'il arrive un événement, toutes nos prises d'eau sont menacées. Alors, on ne peut pas se permettre qu'une ville comme Ville-de-Laval soit sans accès à de l'eau, comme l'a été Prince-Albert en Saskatchewan du Nord. Et à cause de la grosseur du pipeline, ce qui a été déversé à Saskatchewan prendrait 80 secondes à se déverser dans le cas du pipeline Énergie Est. Et ce serait un désastre écologique, là. Écologique, mais en plus de ça, la sécurité des citoyens. J'ai mes pompiers qui ont entre 10 et 15 appels des incendies par jour dans des secteurs de la ville qui sont densément peuplés. Je ne peux pas me permettre de dire vous n'aurez pas d'eau dans les bonnes fontaines. C'est ça. Et si je contamine tout le réseau, écoutez, ça va nous prendre des années à s'en remettre. Est-ce qu'on est obligé de s'en aller dans cette direction-là, M. le maire? Dans le transport par mon pipeline, opinion, je pense que non. Je vous dirais, il faut tenir compte des conséquences. Il y a une étude qui est sortie qui dit la qualité de l'air coûte annuellement au service de santé canadien tout près de 9 milliards en frais de santé. Et évidemment, c'est une façon de mesurer les êtres humains qui sont malades à cause de la pollution. Alors, on ne peut pas prendre une décision aussi stratégique en excluant les conséquences de cette entreprise-là. Et aujourd'hui, on a une alternative qui est là, qui sont les autos électriques. Misons sur l'électricité.
C'est simple. On va parler, entre autres, de Ville de Laval qui tente depuis 3 ans de se faire rembourser 2 millions de dollars par sa compagnie d'assurance parce qu'elle est convaincue qu'elle était assurée contre la collusion qui aurait régné pendant que l'ex-maire Gilles Vaillancourt était au pouvoir. Or, la compagnie d'assurance prétend que la Ville de Laval n'était pas couverte parce que ce que ça couvrait, dans le fond, c'était les employés qui auraient pu faire de la collusion, mais pas dirigés par le maire ou la tête dirigeante d'une ville. Est-ce que vous êtes en accord avec cette position-là? J'imagine que non. Là. Du tout. Et je peux vous dire que j'ai travaillé les 12 dernières années avant d'être élu maire dans l'assurance au niveau des réclamations. Alors, les négociations se poursuivent toujours et nous allons tenter de convaincre la compagnie d'assurance qu'elle a une responsabilité parce qu'en fait de compte, Ville de Laval, c'est qui? Ce sont les citoyens. C'est pas l'administration, c'est pas les employés, ce sont les citoyens et c'est eux qui ont été victimes et c'est eux qui devraient être assurés. Alors, on poursuit nos négociations avec l'entreprise. On espère d'arriver à une bonne entente. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ça ne coûte pas autant de frais légaux qu'on essaie d'aller chercher, dans le fond. Vous avez parfaitement raison et je peux vous promettre que je vais m'assurer de ça. Parfait. Votre vérificatrice générale est partie. Avant de partir, elle a fait une espèce de bilan là, sur les 5 ans. Elle a entre autres parlé, des réserves, des surplus et des fonds. Il semble-t-il que Laval, il y en avait pas mal. Elle dit, entre autres, que des sommes réservées à des fins particulières à Ville de Laval ont plus que doublé, passant de 194 millions en 2010 à 416 millions en date du 31 décembre 2015. Et au cours de la dernière année, Mme Galipeau, donc votre ex-vérificatrice générale et son équipe, se sont notamment penchés sur les gestions de l'excédent de fonctionnement affecté, 40,7 millions, des réserves financières à 325,5 millions et du fonds réservé à 49,6 millions. Et elle donne, entre autres, un exemple que j'ai trouvé assez, quasiment un peu choquant, je vous dirais. Elle a révélé, entre autres, un cas précis où la Ville a décidé d'emprunter 79 millions pour financer des travaux à une usine d'épuration d'eau plutôt que de puiser dans sa réserve. Et le prix de cette décision, c'est que ça coûte 3,6 millions de dollars en taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que vous mettez tant d'argent de côté et vous continuez quand même à imposer les citoyens? Premièrement, il faut dire que juste avant notre arrivée, il y a eu quelques années où il n'y avait pas de leadership politique. Donc, l'argent ne peut pas être dépensé sans qu'il y ait une décision politique. Alors, dernière année, M. Vaillancourt avait l'esprit ailleurs, M. Duplessis aussi. Alors, l'argent s'est accumulé et il n'y a pas eu de... À notre arrivée au pouvoir, on s'est rendu compte qu'un des problèmes majeurs pour l'économie lavalloise, pour l'environnement, c'est qu'il y a entre 110 et 150 points de surverse à travers l'île. Ce qui veut dire, l'heure de pluie abondante, l'eau s'en va dans les égouts pluviaux. Eux débordent dans les égouts sanitaires et plutôt que d'inonder les résidences de Laval, ça s'en va dans nos rivières. Et ça, pour nous, c'est un scandale. Ça, pour nous, c'est inadmissible. Il faut changer ça. Alors, une des choses, on a mis nos ingénieurs là-dessus et c'est un défi de plus de 400 millions de dollars de régler cette problématique-là d'une façon conventionnelle. Alors, on a dit à nos ingénieurs, vous allez devoir faire preuve d'imagination et avant d'engendrer des dépenses dans une direction, on veut avoir un plan global. Alors, il y a eu des solutions. Exemple, il y a eu un programme pour débrancher les gouttières sur toutes les maisons, qui, au lieu d'envoyer l'eau dans le circuit d'égout, ça les envoie à ces terrains et ça percole et ça évite un certain nombre. Il y a eu des barils pour accumuler l'eau de pluie. Alors, il y a des gestes comme ça posés. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un plan global, on n'engendrera pas des dépenses qui peuvent nous amener jusqu'à 400 millions. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes à la veille de prendre certaines décisions concernant les surverses. Et oui, on va manquer d'argent. Alors, on a 160 millions d'accumulés pour le problème des surverses. C'est un défi de 400 millions. La vérificatrice générale, dans son mandat, examine toujours les disponibilités financières, examine les transactions financières, mais elle n'a pas devant elle les problèmes.
la liste des problèmes. Elle, c'est des colonnes de chiffres qu'elle C'est voit. des colonnes de chiffres et la liste des problèmes, comme les surveillants, ça ne le voit pas. Comme le défi des arénas. Pour rénover nos arénas, les mettre à niveau. On n'offre pas une heure de glace de plus. On a 5 arénas, c'est 40 millions pour les rénover. Pourquoi on n'a pas déboursé le 40 millions immédiatement? C'est que pour la rénover, il faut fermer les arénas pendant presque un an. Alors, on ne peut pas fermer 5 arénas et que nos citoyens n'aient pas... Alors, il y a une planification, il y en a eu de fait. À tour de rôle. À tour de rôle. Okay. Et évidemment, entre-temps, l'argent est là. Et l'autre particularité, c'est que lorsque l'argent est taxé pour les arénas, je ne peux pas la prendre, cet argent-là, pour régler un problème d'eau ou un problème d'achat de véhicules. C'est de l'argent gelé expressément pour cette problématique. Pour le but pour lequel elle a été taxée. Okay. Alors, c'est l'ensemble de tout ça, mais je peux vous dire que les défis sont beaucoup plus élevés que la disponibilité d'argent. Et c'est le débat que j'avais eu avec M. Moreau à l'époque. Donc, c'est ça votre explication. Effectivement. OK. Avez-vous vu les Water Squares, les nouvelles places pour les surverses, justement? Il y a des endroits, il y a des façons, je dirais, plus artistiques, peut-être même plus... des bassins de rétention. Oui, c'est ça, exactement, et plus joli. Mais ça, c'est peut-être pas donné non plus. Je vous confie que la semaine dernière, je rencontrais les autorités d'Hydro-Québec. Nous sommes traversés par des lignes électriques, Ville de Laval, d'est en ouest, du nord au sud. Et effectivement, il y a beaucoup de place. Et je leur ai demandé s'il y avait une ouverture pour nous permettre des surverses, là. À l'heure actuelle, la politique d'Hydro-Québec, c'est qu'ils louent les terrains. C'est très cher, d'ailleurs. Effectivement. Et là, je leur ai amené la réflexion de dire qu'Hydro-Québec travaille pour les citoyens. Et là, on va demander aux citoyens de Laval de louer pour Hydro-Québec et on fait le fait que tu fais tourner de l'argent en rond et cette administration-là coûte cher. Et s'ils louent, nous n'avons pas les moyens d'élouer, donc ils ne l'auront jamais. Alors, on peut-tu regarder tout l'aspect des lignes d'hydroélectricité pour des bassins de rétention, pour des pistes cyclables et différents aménagements. Et nous sommes en train de négocier ça à l'heure actuelle et j'espère que ça va donner fruit. Est-ce qu'ils ont une certaine ouverture, selon vous? Il y avait 3 personnes qui représentaient Hydro-Québec. OK. Une était plus ses politiques et l'autre semblait avoir une ouverture. Ils ont besoin d'argent. Le président d'Hydro-Québec me fait part qui voulait changer les relations avec les villes. Alors, on travaille là-dessus et en attendant, c'est sûr que si on engage nos argents dans la refonte de nos égouts, tantôt, on ne pourra plus le défaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a une certaine somme d'accumuler. Bon, espérons qu'ils vont changer d'humeur. Ville de Laval doit débourser, imaginez, 11,7 millions de dollars en indemnité d'expropriation pour le terrain de l'amphithéâtre de la Place Belle, qui est actuellement en construction. Écoutez, c'est plus du double de l'évaluation. En février 2013, la Ville prévoyait payer 4,8. Là, on est rendu à 11,7. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Premièrement, l'évaluation municipale, ce n'est pas le prix qu'on s'attend à débourser. Deuxièmement, lorsque tu fais une expropriation, la loi est claire. Tu payes la valeur du terrain plus l'argent que le promoteur aurait fait avec ce terrain-là. OK. Alors, automatiquement, chaque terrain exproprié coûte beaucoup plus cher que l'évaluation municipale. Et ceci, à travers le Québec, et je vous dirais à plus que travers le pied carré ou le mètre carré. On s'entend là-dessus. Et évidemment, depuis l'annonce de la Place Belle et le début de la construction, les promoteurs à proximité de la Place Belle ont décidé d'investir. Alors, en argent privé, dans le secteur de la Place Belle, il y aura dans les prochaines années pour 1 milliard d'investissements privés. Alors, quand le propriétaire du terrain arrive devant la cour, il dit « Regardez, mon terrain a pris de la valeur depuis 3 ans, depuis 4 ans, à cause du développement. » Bien sûr. Alors, le 11 millions a été négocié avec la Ville, avec nos experts qui disent « Oui, ça peut vouloir ça. » Et c'est sanctionné par le juge, le tribunal d'expropriation, comme étant une entente. Et ce n'est pas final. Alors, il va y avoir d'autres sommes qui vont se rattacher. Je ne peux pas spéculer sur les autres sommes, mais c'est ça. Alors, et ça a toujours été dans le plan. Puis on ne pouvait pas, puisqu'on exproprie un terrain, deviner
2 ans d'avance quelle serait la conclusion de la négociation ou la décision du tribunal administratif. Donc, c'est pas de la spéculation qui a fait augmenter la valeur du terrain. C'est vraiment le développement autour? Il y a le développement autour et il y a l'aspect d'une expropriation. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que c'est normal et selon les avis qu'on a, on paye un prix du marché. On le sait, les élections, c'est l'année prochaine, au mois de novembre. Mais là, vous allez avoir la paix, en tout cas, avec l'École blanche pour les prochains mois. Eux qui n'avaient pas de convention collective, et on parle quand même de 700 employés depuis le 31 décembre 2013. Alors, vous avez donc accepté une augmentation salariale de 2,5 pour les 2 premières années et 2 pour les années subséquentes. Et ça a mis fin à quelques 600 griefs. Est-ce que ça a été une longue et ardue route, dis-je, pour arriver à ce résultat-là? Je vous dirais, ce qu'on a prôné, c'est que chaque négociation, c'est un défi. La Ville a des obligations, il faut garder l'augmentation du coût de la vie, les prévisions, et évidemment, les représentants des employés veulent maintenir leur pouvoir d'achat. Alors, on a décidé de se faire confiance, de travailler ensemble pour trouver des solutions. Et il faut se rappeler que ce salaire-là augmente, mais à cause de la loi 15 sur les fonds de pension, la rémunération globale d'École blanche a diminué. Oui, parce qu'ils payent à 50 le fonds de pension et plusieurs autres avantages qui ont été diminués au niveau du fonds de pension. Alors, il y a eu un coût et je vous dirais que l'ensemble des employés de la Ville là, ont accepté une baisse de la masse salariale d'environ 3,5 dans la négociation de tout ça. Est-ce qu'il y avait des rétroactions dans cette convention collective? Il y a certains systèmes qui sont rétroactifs au début de la convention collective, c'est-à-dire à l'expiration de la convention collective, ce qui est tout à fait normal. OK. 90 des ententes de régime de retraite ont été signées à date. Cependant, il y a toujours, je pense que ce sont le col bleu, la Fraternité des policiers de Laval et il y a aussi les auxiliaires de loisirs affiliés à l'Alliance de personnel professionnel administratif de la Ville de Laval qui ne sont pas signés encore. Les cols bleus sont signés. Il demeure les policiers. Et il faut comprendre, les policiers, le défi est grand. Parce que les policiers, c'est ceux le plus affectés, le groupe le plus affecté par la loi 15. Alors, historiquement, les policiers ont négocié pour développer le fonds de pension et la loi 15 vient réellement mettre la hache là-dedans d'une façon assez considérable. Alors, nous sommes toujours en négociation avec les policiers. S'il n'y a pas de conclusion, la loi prévoit une date limite, mais on s'en va en arbitrage. Justement, on poursuit les 2 sentiers en même temps. Il faut que je vous amène sur le projet de loi 110. Si vous voulez un cadre négocié, on parle de convention collective et de règlement des différends. Vous avez d'ailleurs déposé plusieurs requêtes, entre autres, que l'une ou l'autre des parties puisse demander la nomination d'un mandataire spécial au terme des étapes de négociation d'une durée maximale de 210 jours. Donc, si au bout de 210 jours, on ne s'entend pas, on demande à une partie, justement, de trouver ça. Que le mandataire spécialement nommé par le ministre puisse trancher les points non résolus, ça c'est une autre de vos demandes, que la municipalité puisse accepter ou non les recommandations du mandataire spécial, et dans l'hypothèse où la municipalité rejette de telles recommandations, la négociation reprendrait jusqu'à conclusion d'une entente. Vous ne voulez pas vous retrouver donc avec des moyens de pression ou même vous voulez aussi déterminer ce qui sont des services essentiels et ce qui ne le sont pas. Alors, il y a plusieurs objectifs à régler à l'intérieur de tout ça. Un, si je regarde l'handicap que les municipalités ont à l'heure actuelle, c'est que s'il n'y a pas d'entente, les syndicats peuvent faire des moyens de pression et la Ville n'a pas réellement d'instruments de la pression pour faire avancer les négociations. Genre les pantalons cargo, les pantalons ce qu'on appelait, et ainsi de suite. Là. Okay. Et l'autre aspect, c'est que dans l'entreprise privée, si un syndicat prend une position déraisonnable, ça peut amener l'entreprise à fermer, faire faillite, à déménager. Alors, les syndicats, les ouvriers sont conscients qu'ils ont des conséquences à assumer de leur demande. Ouais. C'est pas la même réalité dans le milieu municipal. Ils vont dire,
que la municipalité augmente les taxes. Alors, il faut corriger ces deux aspects-là. Et de l'autre côté, on croit que dans notre société, il y a un droit fondamental. Tout le monde doit avoir le droit de négocier sa prestation de travail. Alors, c'est pas vrai qu'on va obliger des gens ou qu'on va soumettre des gens à travailler un taux horaire qu'ils ne veulent pas ou bon. Alors, c'est le respect de tout ça, c'est l'équilibre qu'on a essayé de chercher et c'est la raison... La capacité de payer aussi, il ne faut pas oublier. Effectivement. Alors, c'est la raison pour laquelle on a dit au ministre que le droit de décréter, on n'était pas favorable à ça. Par contre, il faut rétablir un équilibre de force et puis le tout doit se faire dans le respect de la capacité de payer des municipalités. Comment s'est accueilli vos recommandations pour ce projet de loi? Bien, écoutez, en commission parlementaire, j'ai pas eu de commentaires de la part du gouvernement du Québec. Du côté syndical, évidemment, le fait que je privilégie la négociation, c'est favorable, mais de l'autre côté, qu'on puisse décider d'accepter la recommandation de l'arbitre ou du conseiller ou de la refuser. Bon, là, les syndicats étaient moins heureux de ça. Bien sûr. Mais est-ce que vous faites cavalier seul ou les Coderre, Le Baume et Saint-Hilaire sont derrière vous et pourraient vous donner un poids majeur? Je vous dirais que M. Coderre et M. Labaume veulent avoir le droit de décréter. Et les autres, en général, l'Union municipalité veut que la maire ait le droit de décréter tout seul. Moi, je dis, on aura la décision à prendre. On accepte intégralement la recommandation du mandataire ou on la refuse. OK. Votre service des incendies a déposé son rapport annuel pour l'année 2015. Des bons résultats. Entre autres, c'est à peu près les efforts en matière de prévention d'incendie portent fruit. Ils sont similaires à l'an dernier. Il y a eu 5 504 appels d'appels et le nombre d'incendies de bâtiments s'élève à 311. Il y a 2,4 millions de pertes matérielles recensées qui se chiffrent à peu près à 13 millions, qui s'explique entre autres par une diminution des incendies de plus de 500 000 $ en valeur de pertes. Il y a on appelle le plan de schéma de risque qui... Donc, vous avez ouvert de nouvelles casernes. Ça va coûter beaucoup plus cher pour assurer les prochaines années que la sécurité incendie soit à la hauteur des exigences. Mais on est conforme au schéma de risque. Okay. Ce que ça fait, le schéma de risque, c'est lorsque tu es conforme à ça, ça évite un assureur de pouvoir actionner la municipalité sur une négligence lors d'un incendie. Et ça nous rend beaucoup plus efficace pour intervenir rapidement. On a ouvert une nouvelle caserne, oui, on l'a modernisée, mais on a fermé la vieille. Alors, c'est pas un ajout, c'est juste un transfert. Un transfert. Okay. Alors, et nous sommes à construire une nouvelle caserne dans Saint-François, mieux située pour mieux servir la population. Et vous savez, chaque appel d'incendie est calculé, le nombre de temps, le temps de réponse, le temps de contrôle. Oui, il y a eu une baisse du temps de réponse, d'ailleurs. Effectivement. Alors, oui, c'est un très beau rapport. On peut être très, très fiers du travail fait par notre service des incendies. Il faut maintenir. Et je vous dirais, tout ceci avec un nombre très limité d'employés sont très efficaces. C'est le lancement des consultations publiques à Laval, mais on parle quand même de 6 assemblées de quartier. Le 28 septembre, ça commence. Donc, au moment où vous allez voir cette émission, ce sera à quelques heures. Jusqu'au 19 octobre, 20 ateliers citoyens. Il y a le site web aussi, repensonslaval.ca. Vous pouvez aller faire vos recommandations. Et il y aura un sommet sur le développement social qui va être organisé le 19 novembre prochain. Tout ça va bien? Oui, tout ça avance tel que planifié, tel que prévu. Et pour nous, c'est important que les citoyens soient à l'origine de nos décisions, nos orientations, partis aux décisions, parce que c'est eux qui vivent les conséquences de nos décisions. Bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de consultations. Et je pense qu'à date, les citoyens répondent bien, donc c'est une formule à succès. 25 millions de dollars qui est prévu pour l'aménagement d'un nouveau centre-ville, pas tellement loin d'ailleurs de la place Belle. Vous êtes avec le système électronique d'appel d'offres SEAO. Vous attendez donc des plans et devis, c'est ça? Effectivement. Ce qui arrive, c'est qu'avec l'avènement de la place Belle, il y a 2 promoteurs qui nous ont
demander des permis et qui vont investir 1 milliard de dollars dans l'aménagement du centre-ville. Alors, à proximité de la Place Belle, Espace Montmorency et d'autres. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on n'attendra pas d'être prêt avec toutes sortes de problèmes de circulation. On peut-tu planifier, être proactif, et on change l'aménagement du territoire pour rendre une circulation plus fluide et aussi introduire des pistes cyclables, des trottoirs et une place publique. Donc, Laval aura finalement son vrai centre-ville. Oui, je peux vous dire, avec tout ce qui se passe, là, moi je dis on l'a déjà. Bon, parlons du Rocket. Est-ce que vous êtes d'accord avec le nom des Rockets de Laval? Très, très fier. C'est un choix qui s'est fait démocratiquement. Et évidemment, c'est en l'honneur du Rocket Richard, qui a joué un rôle tellement important dans notre société. OK. En terminant, en rafale, conférence sur les forêts urbaines. C'est même conférence canadienne du 26 au 29 au Sheraton Laval. Des grands conférenciers. Entre autres, la conférencière Céline Cousteau à la salle Marcelin Champagnat. Et c'est la petite fille de Jacques-Yves Cousteau. Effectivement. Alors, c'est une conférence sur l'environnement, sur l'importance des forêts urbaines et le développement futur et la qualité de l'air, la qualité de vie de nos citoyens. Alors, tout le Canada est invité, sera convié. Les experts, les scientifiques seront à Laval. On reste dans l'environnement. À partir de septembre, 10 000 bacs bruns vont être distribués un peu partout dans la ville ou dans un secteur donné? Dans plusieurs secteurs répartis. En 2017, nous allons récidiver à entre 10 000 et 20 000. On est en train de garder les budgets à cet effet-là. Pour éventuellement être 100 troisième voie. C'est ce qu'on vise. Un mot en terminant à tous ceux qui regardent l'émission, M. le maire, vous leur dites quoi? Alors, profitez des lieux à Ville de Laval, profitez de venir visiter la ferme ici. Vous pouvez d'ailleurs faire vos achats ici et encourager les jeunes, l'organisme en question qui aide notre jeunesse, mais aussi qui met en évidence tout le potentiel de la Ville de Laval et passe un bel automne. Alors, 2595 rang du Haut-Saint-François, bien sûr, c'est à Laval. 450-661-1251. Sinon, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. Venez faire un tour. Monsieur le maire, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir le mois prochain. Merci beaucoup. Merci.